Tu pourrais augmenter considérablement tes ventes sur Amazon KDP avec très peu d'efforts. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 astuces simples qui vont te permettre de vendre plus de livres sur Amazon. Ce sont 5 astuces que je conseille souvent aux personnes que je suis en coaching parce que ce sont des erreurs qui se répètent régulièrement. Mais avant ça, n'oublie pas, tu peux cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description, c'est ma formation gratuite sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 techniques que vous pouvez mettre en place pour augmenter considérablement vos ventes sur Amazon KDP. Alors vous allez voir, ce sont plutôt des techniques très simples, hein. Je ne vais pas vous parler de techniques compliquées comme la publicité. Ce sont des choses que vous pouvez mettre en place rapidement et simplement et qui vont avoir tout de suite des conséquences sur vos ventes. Alors, la première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est des choses que je vois souvent en fait, c'est de bien partir sur une niche où il y a une forte demande. Souvent, je vois des auteurs ou des personnes qui veulent donc publier un livre qui partent sur une niche où il y a peu de demande, pas de demande. C'est simplement une niche, ils ont eu une idée un matin en se levant, ils se disent je vais écrire là-dessus. Ou alors ils ont entendu quelque chose, un de leurs amis leur a dit bah tiens ça serait bien d'écrire un livre là-dessus sur ce sujet, mais ils n'ont pas vérifié la demande. Alors pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, vérifier d'abord la demande de votre niche avant de sortir votre livre. Alors pour ça, vous avez plusieurs techniques, hein. Je vais vous en présenter 3 qui sont relativement simples. La première, c'est de regarder tout simplement sur Google Trends. Par exemple, si vous voulez faire un livre de Sudoku, eh bien, allez voir sur Google s'il y a de la recherche. Alors ça, c'est la technique selon moi la moins puissante, la moins performante, tout simplement parce que c'est les données liées à Google et non à Amazon. Nous, ce qu'on veut, c'est les données plutôt liées à Amazon. Et donc, c'est la deuxième solution que je vous propose pour vérifier la demande de votre niche. C'est d'aller sur Amazon et d'utiliser plutôt des logiciels comme Helium 10, donc pas directement sur Amazon, mais des logiciels comme Helium 10 qui vont pouvoir vous permettre de regarder le volume de recherche sur un mot-clé précis. Dans ce cas-là, toujours Sudoku, on voit que la courbe elle est différente de sur Google, hein. On voit que sur Google, c'est plutôt plat, on a des recherches tout au long de l'année, mais déjà, c'est un signe qu'il y a des recherches. Sur Helium 10, on voit vraiment qu'il y a un pic d'activité à une période donnée, donc c'est Noël, c'est logique. Là, vous voyez, on est le 16 décembre 2023, donc forcément, on a un pic d'activité à cette période-là sur Amazon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des livres de Sudoku pour Noël, pour la fin d'année. Mais aussi, eh bien, le reste de l'année, on voit aussi qu'on a un fort volume de recherche. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, une niche vraiment où il y a un gros volume de recherche, c'est au-dessus de 1000, hein. Là, vous voyez, par exemple, on est souvent au-dessus de 1000, donc un gros volume de recherche. Au-dessus de 500, déjà, ça commence à être correct. Au-dessus de 300, c'est pas mal. Voilà. Mais en dessous, ça commence à être très faible en volume de recherche. Moi, j'ai plutôt tendance à vous conseiller à aller sur des volumes de recherche qui sont au moins au-dessus de 500. Ça commence à être vraiment intéressant. Là, dans notre exemple, on est sur un volume de recherche à plus de 1000. La troisième et dernière solution, tout simplement, c'est d'aller voir les ventes de vos concurrents. Donc, si vos concurrents y vendent beaucoup, c'est probablement qu'il y a un fort volume de recherche dessus et que c'est intéressant. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur vos concurrents, d'en ouvrir 3-4, d'ouvrir les 3-4 meilleurs et de regarder tout simplement leur BSR. Par exemple, celui-ci, il a un BSR 2000. 1100, donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire qu'il vend plusieurs fois par jour et du coup probablement que vous pourriez faire également la même chose. Donc essayez d'ouvrir 3-4 concurrents, si vous en avez 3-4 concurrents qui vendent tous les jours plusieurs fois par jour, eh bien là c'est intéressant, hein. Je vous rappelle que le BSR c'est le classement des ventes des livres, donc plus le BSR est bas et plus il vend. Si vous avez déjà 3-4 concurrents qui sont dans le top 3000, dans le top 5000, voire dans le top 1000, eh bien là, c'est très intéressant parce qu'ils vendent plusieurs fois par jour. Voilà, donc ça, c'est la chose pour moi principale à regarder. Regardez le volume de recherche de votre niche. Bien entendu, pour valider une niche, il y a d'autres choses à prendre en compte, le nombre de concurrents, la marge, la qualité de vos concurrents, etc., etc. Mais souvent, la grosse erreur que je vois, c'est que les gens, eh bien, ils vont dans des niches où il n'y a pas de concurrence. Mais déjà, la grosse erreur que je vois régulièrement, c'est que les gens, ils vont dans des niches où il n'y a pas de demande et forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc faites-vous pas avoir. Si vous avez une idée, si quelqu'un vous donne une idée, peut-être qu'elle est très bien, mais vérifiez la demande de votre niche. Vérifiez sur le marché français
Et puis sur le marché américain, sur le marché allemand, sur le marché espagnol, vérifiez ça s'il y a de la demande. Deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, deuxième astuce pour augmenter les ventes de votre livre, une fois que vous avez choisi une bonne niche, c'est de trouver le bon titre. Donc pour moi, un titre, il doit se passer en deux étapes. Donc je parle du titre et du sous-titre que vous pouvez retrouver sur votre couverture. Donc d'abord, votre titre, il doit eh bien, vous aiguiller sur ce qu'il y a dans votre livre. Ça, c'est la première étape. Il doit être clair. Il doit, finalement, en un rien de temps, on doit comprendre ce qu'il y a dans votre livre. Ça va vous aider, ça va aider le client pour qu'il comprenne ce qu'il y a dans votre livre. Et puis, ça va vous aider au référencement de votre livre parce que vous allez faire apparaître votre titre ici. Donc, si vous mettez des mots-clés, eh bien, ça va vous aider à faire apparaître votre livre dans les résultats de recherche. Et donc, ça aura un double effet. Le client va comprendre ce qu'il y a dans votre livre et en plus, vous allez apparaître plus facilement dans les résultats de recherche. Deuxième étape, dans votre titre ou votre sous-titre, eh bien, ça doit être quelque chose qui doit être percutant, quelque chose qui vous donne envie de cliquer sur votre livre. Donc, exemple, ici, on a le potager du paresseux. Donc ça, vraiment, c'est percutant. On se dit, tiens, paresseux, bah oui, moi, c'est vrai que j'ai pas envie de passer toute ma journée à jardiner. Et du coup, ce mot paresseux, il est très fort. Il donne envie de cliquer, il donne envie d'acheter le livre. Il y a une promesse aussi derrière. On se dit, bah voilà, qu'on va jardiner facilement, sans se prendre la tête, sans y passer trop de temps. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais voyez, cette personne-là, elle a loupé un peu la première étape. Pour moi, eh bien, on aurait dû peut-être mettre le livre de jardinage pour potager du paresseux, par exemple. Vous voyez, pour moi, il manque un petit peu une étape dans ce livre-là. Donc, je vais vous en montrer un deuxième. Par exemple, ce livre-là, le deuxième qui est vieux, hein, on a l'investissement immobilier locatif intelligent. Donc, investissement immobilier, c'est le titre. On comprend ce que c'est. C'est un investissement immobilier. Là, on a des gros termes de recherche. C'est le terme de recherche principal dans cette thématique-là. Investissement immobilier, on a du gros volume de recherche. Hein. Donc, si on reprendrait Cerebro ou Helium 10 et qu'on vérifierait les volumes de recherche, eh bien, on se rendrait compte que sur investissement immobilier, il est très fort. En plus, on comprend hein, ce qu'il y a dans le livre. Et ensuite, le mot percutant, c'est locatif intelligent. Là, c'est un mot fort qui nous donne envie de cliquer dessus. Il est visible de loin. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pensé. Pourtant, c'est un livre qui est assez ancien, hein, 2017. Mais cette personne-là, elle avait bien réfléchi à son titre. Elle s'était dit, voilà, je veux qu'on comprenne ce qu'il y a dans mon livre et je veux que ça soit percutant, je veux que ça soit fort. Voilà, avec locatif intelligent. Donc après, hein, vous pouvez inverser ça. Vous pouvez mettre en titre locatif intelligent, en sous-titre investissement immobilier. Ça, vous pouvez le varier. On pourrait le placer autrement. Là, il l'a placé sous le titre. On pourrait le mettre ici en macaron ou ici dessous en gros. Ça, peu importe. Mais l'idée, c'est que ces deux parties, elles soient là. Je vous donne un autre exemple. On pourrait écrire, par exemple, le livre pour maigrir en seulement 30 jours. Donc, vous voyez, le livre pour maigrir, on comprend ce que c'est. Ce sont des mots-clés forts. On a maigrir, on a livre. Et puis ensuite, le truc percutant, ça va être maigrir en 30 jours. Vous voyez, ça va être ça. Ça va être un peu une promesse. Et puis, on va se dire, tiens, c'est fort. Moi aussi, j'ai envie de maigrir en 30 jours. Voilà, donc le titre, très important, vous voyez, c'est simple à mettre en place. Vous allez prendre une après-midi à réfléchir sur votre titre, sur votre sous-titre. Et si vous mettez ça en place, vous avez beaucoup plus de chances que votre livre y fonctionne et qu'il vende. Troisième astuce que je voulais évoquer avec vous, c'est la date de publication de votre livre. La date de publication, elle est extrêmement importante et c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous allez tout simplement faire preuve de bon sens. Ici, par exemple, je vous ai pris l'exemple d'un livre pour les couples. Donc, un livre pour les couples, forcément, on a la Saint-Valentin qui est en février. On pourrait se dire, je vais le publier un petit peu avant la Saint-Valentin. C'est que cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a publié du coup fin décembre, début janvier. Tout simplement pour qu'il soit en ligne à la Saint-Valentin et que le livre vende bien à la Saint-Valentin. Donc, une niche comme ça, c'est assez évident. On se dit, voilà, forcément, un livre pour les couples, ça va fonctionner à la Saint-Valentin, je le publie un petit peu avant. N'oubliez pas que pour chaque livre, ça va être la même chose. Si je reprends l'exemple du Sudoku, à première vue, on pense peut-être pas que ça va cartonner en décembre et donc on le publie, je sais pas, je dis n'importe quoi, on le publie en février. C'est forcément pas la bonne période. Une bonne période pour publier un livre comme ça, c'est à peu près un mois avant le pic, donc c'est à peu près en novembre.
Si vous le publiez donc, vous voyez par là, ici on est en novembre, en fait, c'est quand la courbe commence à monter, quand vous avez les volumes de recherche qui commencent à monter, et bien là, ça va être intéressant parce que bah, vous allez pouvoir positionner votre livre comme il faut et qu'il vende un maximum à Noël. Voilà, donc un livre comme ça, on pourrait le publier en octobre, novembre par exemple, pour qu'il ait un maximum d'impact. Donc, vous pouvez le faire avec un volume de recherche. Vous pouvez regarder aussi la courbe de vente de vos concurrents. Si vos concurrents ils vendent beaucoup dans une période donnée, eh bien, ça va être à cette période-là qu'il faudra publier votre livre, ou en tout cas un petit peu avant. Souvent, c'est quand la courbe elle monte, donc c'est environ 1 mois ou 2 mois avant le pic d'activité. Là, je vous ai pris des exemples qui sont grossiers où on se dit, bah voilà, c'est assez simple, simplement en réfléchissant, on se dit, bah mon livre de Sudoku, je vais le publier en octobre. Mon livre de jardinage, je vais le publier par exemple en mars ou en février. Alors, par exemple, on va aller voir. Vous voyez, il l'avait publié en mars. Donc, effectivement, parce qu'on va plutôt jardiner en mars, avril, voire mai. Donc, c'est assez logique de faire ça. Après, on a des niches qui sont moins évidentes. Par exemple, eh bien, je reprends l'exemple du livre sur l'immobilier. Là, la plupart des gens, ils vont se dire, bah, il n'y a pas de saisonnalité. Et pourtant, si vous regardez la courbe des livres sur l'immobilier, bah, ce sont des livres plutôt qui vont bien fonctionner en janvier. Tout simplement, c'est simplement sûrement lié aux bonnes actions où les gens ils se disent, bah, allez, cette année, j'achète une maison, j'achète un appartement. Et du coup, on a une saisonnalité. Et donc, ce livre-là, il a été plutôt bien publié parce qu'il a été publié environ 1 ou 2 mois avant le pic d'activité. Donc, il a été publié en novembre. Donc, je pense qu'il a profité un peu de l'effet de Noël, ce livre-là, où il a dû commencer à vendre pour Noël. Et surtout, il a dû bien vendre en novembre. Donc ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à aller regarder les volumes de recherche ou les courbes de vente de vos concurrents. On va le faire par exemple pour l'immobilier. Je vous prends l'exemple de l'immobilier. On peut aller le faire. On va prendre 2 exemples. On va prendre par exemple celui-ci. Alors, il faut attendre que Helium 10 s'affiche et qu'on puisse prendre la courbe d'Helium 10. Pour pouvoir le faire, on va le faire sur celui-ci, on va le faire sur celui-ci, qui sont les 2 gros best-sellers. Alors, hop, sur celui-ci d'abord, on va se mettre sur un an et on va voir quand la courbe des ventes est le plus importante et quand, du coup, c'est intéressant de publier son livre. C'est ça qui est important. Voilà, donc si on se place sur la courbe sur un an pour voir ce que ça donne sur ce livre, donc on voit qu'il vend toute l'année, effectivement, c'est un livre qui vend toute l'année, mais on voit qu'on a quand même une petite saisonnalité, donc elle est ici en fait. Donc c'est ce que je vous disais, en début d'année, eh bien les livres sur ce sujet-là, ils ont toujours tendance à plus vendre. Si on regarde bien la courbe ici, on voit qu'on a vraiment ce facteur-là. On pourrait regarder ça sur un autre livre pour voir si c'est pas un petit peu l'effet du hasard, et on va regarder ça. Sur cette niche-là, on a une petite saisonnalité aussi, il me semble, en septembre, en fait, pour la rentrée d'année. Vous voyez, ça se revoit ici. Donc, on a ici en janvier et puis on a ici en août-septembre. Donc, je pense que c'est aussi peut-être lié, alors, soit à l'été où les gens, ils ont du temps pour bouquiner un petit peu à la plage, soit c'est lié peut-être à la rentrée de septembre. Vous voyez, je ne sais pas exactement la raison, mais on voit qu'on a vraiment une chute ici et puis une chute ici. Ici, elle est encore plus flagrante parce que, vous voyez, on vend très peu en fait ici et on vend énormément en janvier où là, le livre, il est top 500 ici. Voilà, donc un livre comme ça, forcément, il faut plutôt le publier ici, juste avant la chute, ou plutôt le publier ici, avant la chute ici. N'hésitez pas, vous prenez 3-4 concurrents, vous regardez leur courbe et vous dites, voilà, c'est maintenant qu'il faut le publier. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui font ce type d'erreur, qui vont publier un livre en août alors qu'il faut le publier en janvier, qui vont publier un livre en janvier alors qu'il faut le publier en août, etc., etc. N'hésitez pas à regarder ça. C'est simple à faire, ça va vous prendre 1 heure. Vous regardez la courbe de vente de vos concurrents et vous vous dites, voilà, c'est à cet endroit-là que je dois tout simplement publier mon livre. L'erreur suivante que je voulais évoquer avec vous, c'est, ou en tout cas la chose que vous devez faire, parce que c'est plutôt des astuces à faire, c'est de faire une couverture de qualité. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, donc c'est l'astuce que j'avais envie de vous proposer, si vous n'avez pas l'habitude de faire de couverture, c'est de tout simplement passer par un prestataire. Ok, ça va peut-être vous coûter 100 €, mais au moins vous aurez vraiment plus de chances de vendre. Pour moi, la couverture, c'est vraiment un élément essentiel. Et donc, si vous vous loupez là-dessus, eh bien, vous aurez vraiment quasiment aucune chance de vendre. Donc, si vous êtes designer, si vous avez vraiment l'habitude de faire des belles couvertures, faites votre couverture, vous pouvez la faire.
Mais si vous débutez, si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, passez par un prestataire qui va vous faire une belle couverture pour une centaine d'euros, voire même moins si vous trouvez le bon prestataire, et vous aurez quelque chose de qualitatif qui va fonctionner. Je vous ai pris un exemple parlant, hein, cette couverture-là, forcément, eh bien, elle ne peut pas vendre. On voit que la couverture est vraiment très cheap. On a un titre qui est voilà, qu'on voit pas très bien. Les couleurs, elles ne sont pas bonnes. Les polices, elles ne sont pas bonnes. Le dessin, il est un peu cheap, etc. Donc ça, forcément, ça marche pas. En plus, bien entendu, eh bien, on a le titre qui est pas bon, hein. Je vous rappelais voilà, quand je vous parlais de l'histoire des titres, il vous faut un titre, on comprenne ce qu'il y a dedans. Là, on a Hippopotame tome 3, bah forcément, je comprends pas ce qu'il y a dedans, ça fonctionne pas. Donc, partez voilà sur une belle couverture. Vous pouvez faire une prestation de ça. Je vous prends un exemple inverse. Là, on est toujours sur du livre pour enfants. Dans l'exemple avant, on était sur un livre pour enfants, mais avec une couverture qui est pas une réussite selon moi. Là, on a l'exemple inverse. On a une belle couverture vraiment qui est travaillée. On a un dessin, on a un joli dessin qui fait vraiment pas cheap. On a des polices qui sont belles avec de la couleur. Ça correspond à la licorne. Enfin, vraiment, on a une couverture qui est travaillée. Eh bien, forcément, ce livre, il a beaucoup plus de chances de fonctionner. Voilà, donc l'astuce, c'est de passer par un prestataire. Si vous n'avez pas les compétences pour, n'hésitez pas. Finalement, le prix d'une couverture, ça va être un petit budget pour faire fonctionner votre livre. Si on parle rien que par exemple de la publicité, bah, pour faire fonctionner un livre avec de la publicité, il faut souvent investir 100, 200, 300, 400 euros. Alors que la couverture, finalement, entre guillemets, ce n'est que 100 euros. Et là, vous êtes sûr d'avoir une couverture qui a plus de chances de fonctionner. Dernière astuce que je voulais vous présenter, eh bien, c'était pour augmenter vos ventes, c'est de publier votre livre en version, bien entendu, e-book et broché au minimum et voire plus. Je vois beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais publier mon livre en e-book ?» Bah, bien entendu, oui, sauf exception, sauf si c'est par exemple, je sais pas, un cahier de coloriage. Bah, c'est pas très bien effectivement en e-book hein, parce que vous allez être sur une liseuse, donc la personne, elle pourra pas colorier. Forcément, la niche, elle s'y prête pas. Ça vaut pas le coup de le mettre en e-book. Mais pour la majorité des cas, bien sûr que oui, vous devez publier votre livre en e-book et en broché. J'ai l'inverse, j'ai des personnes qui publient le livre que en e-book et qui me disent bah tiens, est-ce que à ton avis, je devrais publier le livre en broché? Bah bien évidemment, oui, faites les deux. Et j'irai plus loin, si votre niche elle s'y prête et si vous pouvez, publier aussi une version audio, publier aussi une version reliée si votre niche elle s'y prête. Je vous ai pris un exemple là, donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il est sorti, vous voyez, en 2024. La personne, elle a fait la version brochée. En broché, eh bien, il est top 500, donc c'est un livre hein, qui vend plusieurs fois par jour en broché. En relié, il est aussi, je crois, il est autour de top 20 000, je crois. Donc oui, il est 13 000, donc effectivement, eh ben, il vend aussi en relié, même s'il vend moins. En version audio, alors passé un temps en version audio, il était dans le top 100, donc il faisait vraiment des belles ventes. Là, il est un petit peu moins, mais il est quand même dans le top 1000. Donc pareil, il fait des ventes régulièrement. Et puis en version Kindle, eh bien là aussi, il vend régulièrement. Il est top 5000, donc il vend aussi régulièrement. Donc vous voyez, tout ça cumulé, eh bien c'est des ventes qui augmentent en fait. Hein. Donc c'est des choses qui sont assez simples à faire. Hein. De passer, si vous avez la version brochée, eh bien, de partir sur la version, par exemple, Kindle, c'est vraiment très simple à faire. Ça va vous prendre quelques heures. Et du coup, bah, forcément, je vous invite à le faire. Ou inversement. Pareil, pour passer à la version reliée, si votre livre, il peut s'y prêter, eh ben, faites-le. Ça peut valoir le coup. Ça va vous prendre finalement peu de temps. La version audio, ce sera peut-être ce qui sera le plus long. La meilleure des solutions pour moi, c'est de le prester, de prendre un prestataire. Ça va vous coûter quelques centaines d'euros, mais vous pouvez le faire également. Voilà, donc tout ça pour dire, ne vous dites pas, bah voilà, je fais que la version brochée et puis je m'arrête là. Pareil, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire à KDP Select? Eh bien évidemment, selon moi, oui. Oui, ça vaut le coup, faites-le, ça ne vous coûte rien, ça va vous prendre quelques instants et vous pourriez en tirer des gros revenus. Personnellement, la plupart de mes livres qui fonctionnent, c'est des livres brochés et j'ai peu de e-books qui fonctionnent bien et du coup, bah, j'ai des revenus sur KDP Select qui sont très faibles. Mais j'avais envie de vous montrer quand même des contre-exemples. Vous pouvez faire beaucoup d'argent
grâce au fonds des créateurs liés à KDP Select. Je voulais vous prendre l'exemple de Jupiter. Jupiter, alors peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une autrice qui est assez connue. Moi, je la suis sur les réseaux, par exemple sur TikTok, j'aime bien la suivre, elle est assez un petit peu déjantée et du coup, j'aime bien suivre son contenu. C'est une autrice qui est très forte dans son domaine, elle a publié de nombreux livres et elle a vraiment des gros résultats. Vous pourrez aller voir ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait sur son site. Je crois qu'elle a fait plus d'1 million de royalties sur Amazon KDP, donc encore beaucoup plus que moi. Et du coup, bah voilà, je vous invite à aller voir son travail. Et des fois, elle parle de ses résultats. Et du coup, bah, j'avais envie de vous prendre ses résultats, par exemple, de mai, où elle montre ses résultats. Et du coup, vous voyez que ses résultats, alors, elle a fait un peu plus de 1 000 € en livre papier. Donc, c'est un peu l'inverse de moi, hein. Moi, je vends beaucoup plus en livre papier, elle, beaucoup moins. Forcément, elle est plus sur de la fiction, donc on est plus en fait sur d'autres ventes, hein. Elle, vous voyez, en e-book, elle fait un peu plus de 5 000 €. Donc là, on va dire qu'elle fait 5 fois plus, hein, ce qui est déjà important. Mais surtout, elle a des redevances liées à KDP Select, à son inscription sur KDP Select, hein. Ces redevances-là, en fait, c'est lié au fonds monétaire. J'avais fait une vidéo sur le sujet sur KDP Select, donc je vous invite à aller la voir pour un petit peu comprendre le fonctionnement, comment sont payés cet argent-là. Et là, sur ce principe-là, elle fait plus de 9 000 €. Donc en fait, la majorité de ses revenus sont liés à ça. Donc, sont liés en fait aux abonnements des clients. Donc, ils n'achètent pas directement ces livres, mais ils ont pris l'abonnement et ils lisent ensuite ces livres. Et donc, vous voyez, ça marche très bien pour elle. Donc, oui, bien entendu, je vous conseille de faire. Si elle aurait fait que les livres papier, bah, vous voyez, on serait vraiment pas sur les mêmes résultats. Elle aurait 10 fois moins de résultats, ce qui est vraiment énorme. Donc, bien entendu, moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous sortez votre livre, c'est obligatoirement faire au moins la version e-book et broché, vous inscrire sur KDP Select. Ça vous prend quelques instants et eh bien, ça peut vous rapporter gros. Et ensuite, si votre livre s'y prête, eh bien, c'est de faire une version reliée et une version livre audio parce que ça peut vous rapporter pas mal de revenus complémentaires. Voilà un petit peu pour cette vidéo du coup sur les 5 astuces que j'avais envie de vous conseiller. C'est du coup ces 5 astuces qui sont simples à mettre en place et qui peuvent vous rapporter finalement gros. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!